Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de ça. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8. Bonjour à tous et à toutes. Cette semaine, je retrouve avec plaisir Daniel et Jean-Claude qui sont venus nous présenter leur livre qui s'appelle Courriers oubliés, qui est un recueil de lettres, mais pas que. Donc bonjour Daniel et Jean-Claude. Bonjour. Donc hier, on a évoqué un petit peu avant d'arriver au clou et à ce qui a fait la naissance de votre livre, c'est-à-dire votre rencontre. Nous avons parlé de la formation de Daniel, parce que vous avez effectivement jugé à raison l'impact que sa formation et son conditionnement, son embrigadement religieux avait pu avoir comme impact sur votre relation. Donc aujourd'hui, on va passer à votre parcours, qui est pas mal aussi. Hein, qui est différent du moins. Ah oui, qui est très très différent. Mais donc vous avez fait l'école d'enfants de troupe. Oui. Moi, je pensais que quand on faisait l'école d'enfants de troupe, c'est qu'on avait pour ambition de devenir militaire. Oui, mais je crois que comme pour Daniel, qui n'avait pas forcément l'ambition de devenir bonne sœur, eh bien moi je me suis retrouvé enfant de troupe sans l'avoir choisi non plus. En fait, mon père, qui était sous-officier, qui s'est engagé dans l'armée à la Libération, mais qui s'est trouvé très très vite père de 5-6 enfants, qui est parti en Indochine pendant 2 ans, laissant ma mère avec 4 enfants quand même, et puis revenant d'Indochine, il est allé à Couët-Quidan où j'ai passé mon école primaire, et puis à ce moment-là, après il partira en Algérie avec sa famille, vous voyez, et puis donc à ce moment-là, il y avait déjà 6 enfants dans la famille. Et il y avait une opportunité, c'était de passer le concours pour rentrer aux enfants de troupe. Et donc il m'a fait passer ce concours avec mon frère aîné d'ailleurs. Et moi j'ai passé ce concours comme un challenge, sans savoir de quoi il retournait. Sans savoir que du jour au lendemain, ma vie allait complètement basculer, puisque je me suis retrouvé à l'autre bout du monde, c'est-à-dire aux Andelys, entre Paris et Rouen, au bord de la Seine, là, une petite ville aux Andelys, où il y avait une école d'enfants de troupe, et je me suis retrouvé interne dans cette école pour une vie complètement nouvelle, puisque c'était une école encadrée par des militaires, quoi. Donc vous aviez quel âge là, quand vous êtes entré dans cette école ? Je suis rentré, j'avais encore 10 ans, et en 6e, et donc j'ai suivi un cursus scolaire normal, puisque les écoles d'enfants de troupe étaient devenues des écoles avec collège, lycée comme formation, mais aussi par derrière tout ça, une formation militaire bien entendu, quoi. Tous les jours ? Ah bien écoutez, nous étions internes pour un trimestre, donc en fait... Non, mais je veux dire, il y avait des exercices militaires, de même que Daniel avait cette formation-là journalière de conditionnement religieux. Vous, c'est tous les jours, il y avait un exercice militaire. La vie commençait à 6h30 au son du clairon. Soldat, lève-toi, peut-être que vous voyez ce dont je veux parler. Et c'est terminé le soir à 10h30 avec l'extinction des feux. Et c'était un autre air, mais c'était toujours au son du clairon. Et donc, du matin jusqu'au soir, notre vie était conditionnée par des moments scolaires et des moments militaires. C'est-à-dire que tous les déplacements se faisaient au pas cadencé. Quand un professeur rentrait dans notre classe, l'élève de jour criait fixe et tout le monde était au garde à vous jusqu'au moment où le professeur nous autorisait à nous asseoir. Même si le professeur, vous étiez par exemple, je sais pas moi, en cours d'histoire. Ah, quelle que soit la discipline. Nous avions, alors, au-delà de l'encadrement qui était militaire, et donc nous avons des pions qui étaient des militaires qui faisaient leur service militaire. Nous avions des sous-officiers qui encadraient les 2 classes du même niveau, puis après un capitaine qui encadrait la compagnie. Nous avions une structure militaire, c'était pas une structure de lycée, vous voyez. Mais en fait, dans ce cursus-là, il y avait évidemment, à partir de 8h jusqu'à midi et de 14h jusqu'à 16h, les cours les enseignements généraux, de l'éducation nationale, avec une grande chance à l'époque, c'est
c'était la guerre d'Algérie, c'était pas une chance d'être en guerre, mais la chance pour nous, c'est que nous avions comme professeurs des jeunes professeurs qui sortaient de leur formation, qui allaient faire une partie de leur service militaire en Algérie et l'autre partie comme professeurs dans nos écoles. Donc nous avions d'excellents professeurs. Ça, c'était la chance. Et pour le reste, c'était un encadrement militaire avec ce qui caractérise la discipline, l'ordre, et puis une formation militaire aussi, le tir, l'ordre serré, toutes sortes de... Plus tard, j'ai fait du parachutisme quand j'ai eu l'âge, et ainsi de suite. Donc toute une formation destinée à faire de nous de futurs militaires. Mais il faudrait reparler un petit peu de l'historique de ces écoles d'enfants de troupe pour comprendre comment c'était devenu ça au moment où... C'est votre père qui était officier avait lui envie que ses enfants deviennent aussi des militaires? Alors oui, il aurait souhaité que ses enfants mâles fassent une carrière militaire, bien entendu. Mais il y avait une autre raison, c'était une raison financière. D'abord, il était non pas officier mais sous-officier, donc il avait un petit salaire, une petite solde. Et donc, comme il avait beaucoup d'enfants, le fait de nous mettre aux enfants de troupe avait l'avantage de le libérer de la charge de ses enfants, au moins pendant nos études, quoi. Et puis après, nous devions en principe faire une carrière militaire, puisque nous devions soit rembourser nos études si nous quittions le milieu militaire, soit faire 5 ans dans l'armée pour payer nos études. Histoire de rendre à l'armée ce qu'elle vous avait donné, quoi. Voilà. Alors, ça ne s'est pas passé tout à fait comme ça, parce que moi, j'ai eu un vécu pendant donc c'est 8 ans d'enfant de troupe, de 10 ans jusqu'à 18 ans, 19 ans. Ça s'est passé... Alors, j'étais tout jeune dans ma classe, j'étais le plus jeune de ma classe, j'étais un petit peu naïf, mais je m'en sortais bien, j'étais sportif, c'est le sport qui m'a aidé à me sortir de ce milieu un petit peu, disons, contraignant. La discipline étant très, très, très dure quand même. Et puis c'était pendant la guerre d'Algérie, donc les militaires d'actifs venaient se ressourcer comme cadres dans nos écoles, mais comme ils avaient des fois vécu des choses très très dures en Algérie, on ressentait cette difficulté dans ces cadres, donc la violence existait souvent, nous étions souvent soumis à la violence, quoi. Mais c'était très rigide, très dur, mais bon, on faisait avec. Mais ceci étant, moi j'ai vécu ça plus ou moins difficilement, quoi. Ce qui m'a sauvé, c'est le sport. Je faisais beaucoup de sport et d'activités culturelles, ce qui nous permettait de nous échapper un petit peu de l'école pour pratiquer. Et des contraintes, quoi. Et alors, la camaraderie aussi, là, était très, 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 très forte, quoi, entre nous, quoi. Alors j'ai vécu quand même 2 ou 3 événements pénibles dans cette école. Il faut savoir que nos pions étaient donc des jeunes qui faisaient leur service militaire, mais on nous mettait souvent des séminaristes parce que on les envoyait pas porter le fusil en Algérie ou pas trop, enfin je sais pas trop. Alors, on avait beaucoup de séminaristes qui étaient nos pions. On les appelait nos chefs, c'était un milieu militaire, n'est-ce pas? Et alors, moi, j'ai eu une aventure avec l'un de ces séminaristes qui, un soir, j'étais malade. Le samedi soir, on avait une petite séance de cinéma. Et moi, j'étais malade. Ce soir-là, j'étais trop malade et je demande à ce chef d'aller me coucher. Je ne tenais plus debout, quoi. Et donc, je me couche tranquillement dans le grand dortoir, tout seul, pendant que mes petits copains étaient à la séance de cinéma. Et voilà ce pion qui vient me voir si tout allait bien et qui commence à s'occuper de ma petite personne, quoi. D'une façon un peu trop. D'une façon que je ne comprenais pas trop bien. Je trouvais qu'il était très très affectueux et qu'il prenait de plus en plus d'initiatives. Et puis à un moment donné, après lui avoir demandé plusieurs fois d'arrêter ce qu'il faisait, évidemment j'ai pris la bouteille de verre qui était pleine d'eau que j'avais près de mon lit parce que j'avais de la fièvre pour boire, et je lui ai asséné cette bouteille sur la tête et je lui ai fendu le crâne en deux, il pissait le sang, je l'ai calmé. Ça l'a calmé, voilà. Voilà, et c'était une aventure qui m'est arrivée, mais mes débuts de rebelle à l'autorité, c'est comme ça qu'on m'a qualifié après. Donc j'aurais dû être renvoyé de cette école d'enfants de troupe, mais comme mon père était en Algérie à l'époque,
Ils m'ont gardé, mais on m'ont puni sérieusement. J'ai été privé de mes vacances de Noël. 15 jours de privation de vacances. Je ne suis pas parti pendant 6 mois de cette école. Et ça m'a... Donc vous n'avez pas pu rentrer dans votre famille pour Noël? Non, non, non. Et déjà que je n'allais voir ma famille que tous les ans en Algérie, puisque ma famille est en Algérie à ce moment-là, eh bien, en plus, je n'allais pas ni chez mes grands-parents, ni nulle part, quoi, voilà. Et j'étais considéré comme rebelle, et donc à partir de ce moment-là, je suis devenu un mauvais élément, un très mauvais élément. Vous avez compris que la carrière militaire n'était pas pour vous. Voilà. Et puis ça s'est compliqué par un deuxième épisode malencontreux pour moi. J'étais quand même bon élève, hein, bien que le plus jeune de ma classe, en troisième. Vous savez, ma classe, c'était mes copains, quoi. C'était très important, la solidarité entre nous. Arrivé en troisième, je passe le brevet. À l'époque, ça s'appelait le BEPC ou le brevet, je ne sais plus. Je le passe sans problème. J'ai une moyenne satisfaisante. Et donc, on nous annonce au résultat de l'année que je passais en seconde, quoi. Manque de peau. En première, il y avait un premier bac à ce moment-là. Il y a eu beaucoup d'échecs. Et donc, après rectification, on a revu les résultats, et moi qui passais sans problème en seconde, d'un seul coup on a dit que je redoublerais parce qu'il y avait trop de redoublants en première, donc il fallait répercuter dans les classes. Et je me suis retrouvé donc comme ça, rejeté d'une année, et perdant surtout mes copains, et perdant une année scolaire, quoi. Et là je suis devenu doublement rebelle à l'autorité, hein, n'ayant plus qu'un seul projet, c'est de quitter ce milieu qui m'avait déçu, quoi, hein, qui me décevait, quoi. Voilà. Et puis, alors comment va se terminer mon affaire militaire? C'est que seconde, en arrivant en seconde, dans un état mental qui n'était pas très bon, vous l'avez compris, eh bien, mon chef, mon pion, c'était un prof de gym dans le civil. Et ce prof de gym m'a pris un petit peu sous son aile, trouvant que j'avais quelques qualités pour devenir prof de gym. Et donc, il m'a dit, tu devrais. Et alors, il m'a donné le goût, l'envie. Il m'a donné les documents qu'il fallait pour savoir quelles études il fallait suivre, quel processus, et puis aussi beaucoup de conseils pour s'entraîner, quelle discipline il fallait pratiquer, comment il fallait le faire. Des conseils simples que j'écoutais, que je buvais comme si ça avait été ma religion. Voyez, buvez comme la Bible. Voilà. Et alors, j'ai commencé à pratiquer le sport et à reprendre goût à mes études. Je suis redevenu à ce moment-là un très très bon élément en classe d'un seul coup. Il n'y a qu'à voir les résultats qui sont affichés dans le palmarès de fin d'année. Parce que j'avais un objectif. Je voulais devenir prof de gym. Mais c'était pas simple parce qu'on ne ressort pas d'une école militaire d'enfants de troupe comme ça. Il fallait, pour en sortir, il fallait me faire renvoyer. Il n'y avait pas d'autre solution, sinon je suivais le cursus, quoi. Et c'est ce que j'ai fait. Et pour se faire renvoyer, il fallait réunir 2 conditions. En terminale, que j'ai fait à Autun, puisque aux Andelys ne faisaient pas la terminale, à Autun donc, j'ai présenté le concours pour rentrer en première année de professorat d'éducation physique, hein, on appelait ça P0, j'ai été reçu. J'ai même battu un record de France scolaire d'ailleurs à l'occasion, hein, comme quoi j'étais pas si mauvais que ça. Et puis, donc c'était très très mal vu parce que même si la presse est venue faire un article sur moi à l'école et pour célébrer ce record de France, eh bien j'étais très mal vu parce que en passant ce concours, j'avais exprimé ma volonté de faire une autre carrière que la carrière militaire, quoi. Et donc je savais que si je ratais mon bac un mois plus tard, je serais renvoyé misérablement. Et donc j'ai passé le bac en sachant qu'il fallait que j'échoue. ce que j'ai fait sans difficulté. C'est vrai que dans ce sens-là, c'est quand même un petit peu plus facile. Voilà. Mais ce n'est pas si évident que ça, parce que comme j'ai passé les épreuves en dilettante, et que j'étais quand même bon en philo, en langue, en anglais, enfin dans pas mal de disciplines, il y avait que les maths qui étaient un petit peu compliquées pour moi, mais j'étais en maths LM à l'époque. Eh bien, j'ai passé les épreuves en totale décontraction, mais comme les maths étaient faciles cette année, j'ai réussi pas trop mal mes maths, et j'ai failli être reçu du premier coup. Si j'avais été reçu, ça aurait été la catastrophe. Parce que, automatiquement, j'aurais dû passer en classe supérieure, classe préparatoire pour
trop les grandes Saint-Cyr, écoles quand même, oui. Saint-Cyr. Je vous signale quand même que j'avais passé le concours pour rentrer à Santé Navale et que j'étais reçu. Mais je ne voulais pas suivre ce cursus, quoi. Alors, en plus de sortir non seulement c'était difficile de sortir de ce parcours et de cette filière quand même qui était quand même toute tracée, il y avait aussi quand même l'aspect financier Oui. où vous deviez rembourser vos études finalement, Oui. quoi. Et C'était une charge pour vos parents. C'était une charge, pas pour mes parents, pour moi, parce que l'État se retournait contre moi dès que je devenais adulte. D'autant que je continuais mes études et c'était reporté de chaque année. Tant que je faisais mon service militaire, parce que je devais quand même le faire, lui, après, et c'était toujours reporté d'une année. C'est pour ça que je suis devenu un étudiant, alors qui a fait 4 années pour devenir professeur d'éducation physique, mais quand j'ai terminé mes études et fait mon service militaire, je me suis réinscrit en fac, pour faire du droit d'ailleurs, en dispensé tous les samedis, pour essayer de continuer à retarder L'inévitable. l'échéance. Alors j'aurais pu être encore étudiant à maintenant À que j'ai 30 ans, quoi. 75 ans, mais non. Un jour, ce qui est étonnant, Vous attendiez peut-être qu'il y ait un changement de loi ou un changement de règlement? eh bien, c'est ce qui a dû se passer parce qu'à un moment donné, ils ont dû se rendre compte que c'était pas normal que l'enseignement est gratuit en France pour tout le monde, pour tous les enfants, tous les enfants français, que je sache. Et donc, ils ont dû considérer à un moment donné que c'était peut-être pas trop normal de me demander de rembourser cette somme, alors que j'étais intégré en plus dans l'éducation nationale, donc fonctionnaire finalement. Pas militaire. Pas le même ministère, mais bon, fonctionnaire quand même. Un jour, j'ai reçu une lettre miraculeuse du fisc qui s'appelait. Comment c'était écrit? C'était une dispense. Une dispense de remboursement. Une lettre qui me dispensait du remboursement. Je suis ce jour-là. Votre persévérance a payé. Voilà, exactement. Mais bon, pendant ce temps-là, quand même, j'en bavais parce que quand je suis sorti de cette école d'enfants de troupe, mon père m'a dit, bon, tu t'engages, j'avais 18 ans, hein, tu t'engages dans l'armée. Je dis non, je refuse, je continue mes études. Ah ben tu te débrouilles. Et donc il a fallu que j'assume par moi-même. C'est là que j'ai commencé à travailler dans les restaurants de Dinan pendant l'été pour essayer de subvenir à gagner un peu d'argent pour... Ouais, ça n'a pas beaucoup changé pour les étudiants. Hein. Non, actuellement il continue, mais bon, à l'époque c'était compliqué parce qu'en fait on pouvait difficilement trouver des petits boulots pendant l'année. Donc c'était que pendant les vacances qu'on pouvait trouver du boulot. Mais quand même, quand je serai à Bordeaux l'année suivante, je ferai des expériences à la faculté de médecine de Bordeaux. On me faisait courir sur un tapis roulant jusqu'à épuisement. On me faisait des prises de sang, des analyses d'urine, des trucs très compliqués pour voir un peu ce que donne un athlète épuisé. Et puis après, on me donnait un petit sandwich et puis un petit billet qui me permettait de subvenir un petit peu à mes besoins. Vous voyez, c'était pas simple non plus. Donc un autre parcours, oui. Mais pas simple non plus. Donc demain, on en viendra à la rencontre, la fameuse rencontre, voilà. Entre ces deux parcours bien particuliers. C'est le mot de la fin pour aujourd'hui, donc un petit peu de lecture et on se retrouve demain. Daniel et Jean-Claude, courriers oubliés. Compliqué de passer rapidement sur les épisodes de ces quelques 8 années d'internat en milieu militaire, parfois difficilement vécues. Il faut dire que j'intègre cet établissement dès la classe de 6e, trop jeune, et le hasard fait que ma famille part dès l'année suivante vivre à Alger, où mon père est militaire. Je ne la reverrai alors qu'une fois par an aux grandes vacances. Ce qui est bien difficile pour le gamin que j'étais alors, âgé de 11 ans. Pour des raisons familiales, j'arrivais à l'école 2 jours avant la rentrée prévue pour mes camarades. Je reçus mon pactage, on m'équipa de ma tenue d'enfant de troupe, uniforme bleu avec 2 rangées de boutons dorés, grosses chaussures avec semelles cloutées et béret. Après le départ de mes parents, le monde s'écroula soudainement. Et je suis restée 2 jours à pleurer toutes les larmes de mon corps dans cet immense dortoir, en attendant l'arrivée de mes futurs camarades.
notre vieux professeur de français, nous imposa dès le premier cours une rédaction dont j'ai encore le sujet en tête. Qu'ils sont beaux les marronniers de l'allée centrale. J'étais tellement malheureux d'être là que j'étais incapable de voir les belles couleurs de l'automne. Je ne voyais que des feuilles mortes tombant sous la pluie dans une atmosphère de désolation totale. C'est le triste souvenir que j'ai gardé de mon arrivée aux Andelys. Mais très vite, le rythme de vie imposé ne nous laissait pas le temps d'avoir trop d'état d'âme. Levé à 6h30, au son du clairon, pas question de traîner au lit, lit plié au carré, toilette à l'eau froide, chaussures cirées, rassemblement dans la cour à 7h, impossible d'être en retard, puis monter au pas cadencé vers le réfectoire pour le petit déjeuner, études jusqu'à 8h, cours jusqu'à midi, monter au pas cadencé pour le repas, petite réaction, petite récréation, puis études jusqu'à 14h, cours ensuite jusqu'à 16h, enfin un moment de répit pour des activités de loisirs ou jeux sportifs dans la cour, puis de nouveau études jusqu'à 19h, montée au pas cadencé pour le dîner, nouvelle étude du soir, puis toilette, rangement des tenues, lit à préparer pour la nuit, enfin coucher à l'extinction des feux, toujours au son du clairon. Autant dire que nous savions faire notre lit, notre toilette, prendre soin de nos tenues, gare aux inspections, faire toutes les corvées de ménage et d'entretien des locaux. Notre vie était partagée, au-delà des cours, par les études surveillées, les corvées d'entretien et, heureusement, les récréations, grands moments de jeu et de sport pendant lesquels se cimentait une véritable camaraderie et solidarité. Une anecdote me revient à l'esprit qui m'a beaucoup marquée. Lors de notre premier départ en vacances, un car nous transporta jusqu'à la petite gare de Gaillon pour prendre le train jusqu'à la gare Saint-Lazare à Paris. Tous mes camarades s'égaillèrent alors dans cette ville immense, pressés de continuer leur voyage, et je cherchais alors le train qui devait m'emmener vers ma Bretagne natale. J'ignorais que je devais changer de gare et rester longtemps perdu dans la foule de Saint-Lazare à chercher en vain le train à destination de Rennes. C'est le père d'un camarade, venu chercher son fils plus tard, qui m'aperçut par hasard dans la foule, facile à reconnaître dans ma tenue d'enfant de troupe. C'est lui qui me prit en charge, m'expliqua comment prendre le métro et me conduisit même jusqu'à Montparnasse pour s'assurer que je prenais le bon train. On imagine la panique qui fut la mienne pendant ce moment de perdition. Incapable de me renseigner, ne pensant qu'à ces premières vacances dans ma famille que je ne verrais pas. Le petit gamin d'à peine 11 ans que j'étais n'était sans doute pas très débrouillé, mais croyez-moi, j'ai vite appris par la suite, tant à voyager qu'à gérer bien d'autres situations imprévues que la vie nous réserve. Cet exemple montre bien que l'éducation que nous recevions nous amenait régulièrement à nous prendre en charge, à faire preuve d'initiative, bref, à tendre vers l'autonomie. Mais allez savoir pourquoi, je déteste encore prendre le train. Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de Sarzeau. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8.